Bonjour Monsieur Cartin. Bonjour. Alors je vais vous demander quelques questions sur votre association. Alors déjà, en quoi consiste cette association SOS Papa? Alors notre association a été créée il y a une quinzaine d'années. Elle se bat principalement pour l'égalité homme-femme dans le cadre de l'exercice de la parentalité. Donc nous estimons qu'effectivement les enfants, les petits-enfants français ont droit à avoir leurs deux parents auprès d'eux, quelle que soit la situation des parents, séparés, divorcés ou éloignés. C'est très bien. Et vous êtes combien dans cette association? Alors nous sommes à environ 1000 adhérents sur toute la France, une cinquantaine en Picardie et une quinzaine de militants très actifs sur le terrain. Et quels sont vos rôles? Alors mon rôle est d'être donc le délégué pour le département de l'Oise, donc coordonner effectivement l'action des différents militants sur le terrain, sur 4 sites dans l'Oise, Noyon, Compiègne, Saint-Maximin et Beauvais. Essayer de recevoir effectivement les personnes qui vivent des situations de séparation et donc essayer également d'intervenir et d'influer sur les différents élus et les différents décideurs du département, comme les services sociaux, les services de l'enseignement et autres, pour que justement l'exercice de la parentalité puisse être exercé avec les droits équivalents, que ce soit le papa ou la maman. Et ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Nous avons effectivement 4 sites sur l'Oise de permanence. Nous en avons en tout 7 sur toute la région. Et nous recevons effectivement pas mal de personnes qui nous rejoignent au niveau de ces permanences, qu'ils soient pères, mères ou même grands-parents. Ok. Et vous avez déjà vécu une situation similaire à ces papas qui viennent... Ah, effectivement, moi j'ai connu une situation de séparation très conflictuelle il y a près de 4 ans avec l'enlèvement de mon enfant donc en Bretagne du jour au lendemain. Malgré 3 signalements effectivement auprès du procureur de la République, aucune suite n'a été donnée. Et là dernièrement, le juge des enfants effectivement a diagnostiqué que la maman souffrait d'affection mentale et malheureusement a laissé l'enfant auprès de sa mère sans aucun contrôle et sans aucune aide éducative. Et vous n'êtes toujours pas à la garde de votre enfant? Voilà, je le vois effectivement à peu près 2 fois par mois et puis la moitié des vacances scolaires. Donc mon fils prend l'avion régulièrement. Il fait le trajet Lorient-Orly. Et en moyenne, combien d'enfants comme ça ne voient plus leur père après une séparation familiale? Alors, plus du tout, les enfants sont près de plus de 2 100 000, c'est-à-dire que ça fait à peu près un enfant sur 3 qui ne voit plus du tout son père après 6 mois de séparation. Et épisodiquement, c'est-à-dire dans le cas classique d'un droit de visite plus ou moins épisodique, un enfant sur 2. Et la Cour européenne, que fait-elle des droits de l'homme? Alors la Cour européenne est importante pour nous parce que c'est elle qui est en dernier recours, le dernier rempart justement aux infractions et aux jugements plus ou moins partiaux qui sont émis sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on a effectivement souvent des décisions de justice, soit par manque de temps, soit par manque de compétences, tant au niveau des services sociaux que des services spécialisés médicaux et psychologues. Des décisions qui sont fortement contestables et contestées, qui ont un impact important sur le devenir de l'enfant. Et effectivement, certains parents n'hésitent pas à saisir la Cour européenne, qui sanctionne très lourdement financièrement les États impliqués dans ces dysfonctionnements. Malheureusement, effectivement, compte tenu de la longueur des procédures, ça ne répare pas le préjudice et ça n'accorde aucun droit par rapport à l'enfant. Mais disons que la réparation est uniquement matérielle. Alors nous efforçons de faire connaître cette jurisprudence pour qu'effectivement les juges soient beaucoup plus attentionnés sur le droit effectivement à la santé mentale, le droit aux libertés des enfants par rapport à leurs parents. Très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'un éloignement paternel peut porter préjudice à l'état de la santé mentale d'un enfant? Bien évidemment, puisque le père est là effectivement pour pour structurer l'enfant, pour lui apporter énormément de choses pour son devenir affectif et pour sa vie d'adulte. Il faut savoir qu'en fait, quand même, en France, un enfant sur 7 souffre de troubles mentaux, c'est d'après les derniers chiffres de l'INSERM. Lors de l'éloignement effectivement du père, on assiste à un syndrome d'aliénation parentale qui est très très préjudiciable à la santé mentale de l'enfant.
qui est privé de tout contact, non seulement physique, mais le droit de téléphoner. Moi, mon enfant a un téléphone portable, mais il n'a pas le droit de s'en servir. Il ne peut pas m'appeler, je ne peux pas lui téléphoner. Donc tout ça fait que ça met dangereusement en péril la santé mentale et le devenir affectif de l'enfant. Parce que pour nous, l'importance de la place des deux parents aux côtés de l'enfant, c'est effectivement son devenir en tant qu'adulte. Ça ne nous intéresse pas effectivement d'avoir la garde pour avoir la garde de l'enfant, mais pour pouvoir le structurer correctement, pour qu'il ait une vie affective normale et qu'il puisse effectivement être autonome à la vie d'adulte. Ouais, qu'il soit équilibré. Voilà, tout à fait, parce que bon, notre association a une quinzaine d'années d'expérience, souvent malheureuse, et c'est vrai que quand des papas se battent pour leur enfant de 3 ans qui présente déjà des premiers troubles, quand il explique ça aux différents intervenants, on lui dit écoutez, il n'y a vraiment pas de problème, tout va bien se passer. Donc vous pensez bien que ces enfants-là maintenant sont adolescents ou même pré-adultes, et on voit bien qu'effectivement, en général, les parents avaient raison et ils souffrent de troubles affectifs où ils ont des difficultés à s'intégrer dans leur vie d'adulte. Ouais, ils ont un manque. Et que conseillez-vous donc à tous les papas séparés de leurs enfants ? Je leur conseille de nous contacter, de nous rejoindre et effectivement de ne pas baisser les bras parce que le parcours est plein d'embûches et il faut vraiment se battre pour avoir le minimum de droits. Et ça, c'est très très pénible, très difficile et pécuniairement, c'est assez ruineux parce qu'il faut payer des avocats. Si on fait appel, il faut payer un avoué en supplément. Donc ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais pourquoi la justice privilégie la garde de l'enfant à la mère et pas au père ? Nous sommes dans une situation effectivement matriarcale qui privilégie la garde de l'enfant auprès de la mère. Et il faut rappeler également que plus de 80% des juges aux affaires familiales et aux juges des enfants sont des femmes. Donc effectivement, nous avons dès le départ un parti pris qui est préjudiciable à des jugements sereins de la part de la justice française en fait. Et quels sont les cas particuliers où le père a la garde de l'enfant ? Alors justement, là est le problème, c'est que pour qu'un enfant puisse avoir la garde pour qu'un père puisse avoir la garde de son enfant, il faut effectivement que la mère soit déclarée et reconnue défaillante mentalement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de grosses carences éducatives pour que l'enfant soit confié au père. Dans le cas contraire, on laisse effectivement l'enfant, bon an mal an, à la mère qui s'en occupe plus ou moins bien. Donc nous, notre bataille actuelle, c'est la reconnaissance effectivement de la loi du mars 2002 qui a été votée, privilégiant et donnant la possibilité aux juges de privilégier la résidence alternée, qui concerne donc les enfants qui puissent passer 8 jours chez leur papa, 8 jours chez leur maman. Ça, c'est une possibilité qui est offerte aux juges. Malheureusement, on se heurte également là à des préjugés assez négatifs, malgré des reculs très importants de la part des Américains qui nous amènent des chiffres extrêmement convaincants sur la pertinence de ces décisions. Malheureusement, effectivement, on a soit des problèmes au niveau de la justice pour faire appliquer cette possibilité, soit lorsque le papa la revendique, la réclame et met tout en place pour obtenir cette résidence alternée, des éloignements et des déménagements intempestifs des mamans en fait. C'est un peu grave tout ça quand même. Hein. Et comment vous faites pour faire connaître cette association en fait ? Alors nous avons un site internet qui est très dynamique avec un forum où effectivement les pères amènent leurs expériences qui malheureusement sont souvent identiques, hein, quel que soit l'endroit où ils se situent en France, de la part d'éloignement à l'étranger ou dans des territoires d'outre-mer même parfois. Nous avons un système effectivement de permanence téléphonique et des permanences sur le terrain qui fait que nous recevons effectivement les personnes en difficulté. Très bien, je vous remercie, mais est-ce que vous pourriez donner toutes vos corps, enfin tous les papas en détresse Alors, vous pouvez nous contacter effectivement, que ce soit les papas, les mamans, les compagnes, les tantes, les oncles, les grands-parents, hein, tout le monde nous appelle. Parce que bien évidemment les femmes sont aussi combatives que les hommes pour les droits des enfants. Alors nous sommes au 08 71 06 54 22, qui est un coup téléphonique pour un coup d'appel local en fait. Et vous avez une adresse internet ? Alors adresse internet www.sospapa.net. D'accord, merci pour toutes ces informations, Monsieur Kirtan. Et puis, n'hésitez pas à appeler l'association ou à envoyer des emails. Merci. Moi, j'ai une petite question, Monsieur Kirtan. Est-ce que vous trouvez qu'Andrea se débrouille bien au niveau des interviews ? Parce que c'est sa toute première interview quand même. Et on a
pas mis mot du tout sur ces questions. Je veux dire, elle a tout préparé toute seule. Enfin, à 50%, mais quand même, je veux dire, monsieur Kirtan, alors, est-ce qu'elle va devenir une grande journaliste? Oui, elle se débrouille très bien et effectivement, comme tous les journalistes, elle est assez étonnée et sidérée de la problématique que j'ai évoquée. Parce que les gens ignorent souvent effectivement ce problème qui touche quand même près de plus de 50% des couples en Île-de-France. Et donc c'est un sujet très très vaste et très complexe, effectivement. Alors c'est vrai que, sachant que vous alliez venir lundi et mardi, on a déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises dans cette émission, et on s'est quand même posé des questions. Alors effectivement, Andrea a repris une partie des questions que nous nous posions, mais moi je m'en pose deux, trois supplémentaires. Est-ce que vous réussissez à faire évoluer les choses au niveau de la jurisprudence concernant cette attribution de garde notamment? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change en France, ou est-ce que vraiment ça reste toujours aussi difficile que ça l'était il y a 10 ou 20 ans? Non, il n'y a pas de mouvement de fond a priori. C'est-à-dire que l'obtention de la garde des enfants par le père est en baisse constante depuis les années 1980. C'est assez... Oui, c'est donc même l'inverse qui se produit. Voilà. Par contre, la résidence alternée, c'est, comme vous l'avez vu récemment dans des affaires assez célèbres, le juge est tout puissant et bénéficie d'une impunité, qu'elle soit pénale ou disciplinaire, puisque le Conseil supérieur de la magistrature ne sanctionne rarement les juges. Donc, ce qui fait qu'effectivement, en fonction des juges, en fonction des services sociaux sur lesquels on tombe, on a un pourcentage plus ou moins important de résidences alternées obtenues. Mais il n'y a aucune jurisprudence d'établie et le juge est tout puissant face à un dossier. D'accord, alors vous disiez tout à l'heure d'ailleurs que ça s'expliquait en partie par la féminisation de la magistrature, mais on peut dire aussi quand même qu'en France, il y a une très solide tradition d'attribution de la garde à la maman, et ça c'est même bien avant que la magistrature ne se féminise. À quoi est-ce que vous attribuez ça? Est-ce que c'est parce que on estime en termes d'éducation qu'il est mieux pour un enfant d'être avec sa maman qu'avec son papa parce qu'il y a des relations peut-être un peu plus privilégiées, ou bien comment est-ce qu'on explique ça? Moi, j'attribuerais ça plutôt à un manque de formation de la part des juges qui n'ont aucune formation tant en psychologie de l'enfant qu'en droit, ils sont complètement effectivement déconnectés de la réalité sociale française, je pense. Donc c'est pour ça qu'on aimerait introduire effectivement éventuellement une espèce d'échevinage avec des civils qui participeraient à des commissions, ou bien effectivement on est assez favorable aussi à une éventuelle privatisation des services sociaux, parce que les services sociaux se recopient eux-mêmes, sont en permanence effectivement favorables aux mamans, et il y a un a priori déjà très fort de ce côté-là. Les choses changent tout doucement parce qu'on s'aperçoit par rapport à des affaires très médiatisées qu'effectivement, malheureusement, la maltraitance est majoritairement féminine en France, chose qu'on souhaite ignorer, c'est un tabou complet. La pédophilie féminine n'existe pas en France officiellement, alors qu'on voit bien que lors des procès d'Outreau ou d'Angers, il y a une grande présence féminine dans les box. Il y a même une assistante sociale à Angers qui a été mise en examen. Donc les choses bougent parce qu'il y a effectivement des scandales qui ressortent. Et nous, le scandale, on le vit tous les jours. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui. Alors, par contre, par rapport à ça, qu'est-ce que vous préconiseriez, vous je ne parle pas des situations extrêmes où la maman est dans l'aliénation mentale, où elle n'exercerait pas ses responsabilités de mère, mais qu'est-ce que vous préconisez dans le cadre d'une séparation jusqu'à plus traditionnelle? Comment est-ce qu'on peut décider de la garde d'un enfant plutôt à sa mère qu'à son père, ou l'inverse? Est-ce qu'on peut préconiser une garde alternée à jours égaux? Comment ça se passe? Est-ce qu'on risque pas de déstabiliser l'enfant également? Alors les résidences alternées marchent très bien parce qu'on a effectivement le recul américain. Donc c'est important effectivement que l'enfant soit en présence de ses deux parents, puisque les statistiques prouvent qu'effectivement la justice décide à 90% d'accorder la garde de l'enfant à la maman, et on s'aperçoit malheureusement que quelques années plus tard, les juges des enfants ont en face d'eux des enfants délinquants qui à 90% sont élevés uniquement par leur mère. Donc si vous voulez, on est dans un système qui s'auto-alimente en plus. Donc nous essayons effectivement de casser cette auto-alimentation, mais le problème c'est que effectivement quand on parle de ça et qu'un enfant est petit, quand on aborde ces sujets-là, les juges montent les yeux au ciel et disent écoutez, il n'y a pas de problème, cet enfant va très bien, on continue comme ça. Et c'est effectivement à l'adolescence que là les problèmes ressortent. D'accord, mais alors une garde alternée, ça nécessite quand même des efforts de la part des parents qui font sans doute l'effort de ne pas vivre trop loin l'un de l'autre, parce que sinon ce serait complètement déstabilisant pour l'enfant, qui ne pourrait pas avoir une scolarité normale, etc. C'est vrai qu'on a des pères qui nous disent j'ai raté mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce, c'est-à-dire que la mère a l'intelligence de rester effectivement à proximité, et l'enfant se balade entre les deux domiciles, à la même école en permanence. Nous avons également des cas de résidence alternée
alternée qui sont obtenues par médiation familiale, des résidences alternées annuelles. Mais j'insiste également surtout sur le fait que la présence du père le plus possible est quand même fondamentale pour la formation et l'avenir de l'enfant. Absolument, ne serait-ce qu'en termes psychologiques, de modèles d'identification, Voilà, etc. absolument. Que ce soit les petits garçons comme les petites filles, hein, d'ailleurs. Tout à fait. On a tous besoin d'un papa. Et très bien, en tout cas, merci de toutes ces précisions, parce que ça ouvre les yeux sur un problème, effectivement, qui est assez ancien, qui est un peu surprenant dans une société qui, quand même, il faut le dire, basée sur la prépondérance de l'homme par rapport à la femme. C'est malheureux, hein, je suis le premier à le déplorer, mais effectivement, là, on a un peu le contre-exemple. SOS Papa était présent à la manifestation à Paris sur l'égalité homme-femme, effectivement. Et Très nous bien. revendiquions l'égalité parentale. Je crois que c'est Aux important de côtés le des préciser. femmes. Hein, c'est pas du tout, vous n'êtes pas à la tête d'une association qui se bat pour davantage pour des droits plus importants pour les hommes que pour les femmes, mais vous revendiquez l'égalité, ça on l'a bien compris. Mais effectivement, ça doit être dit et redit. Il faut le dire. Donc j'espère que, en tout cas, votre venue ici et toutes les précisions que vous nous avez fournies vont vous faire connaître davantage et aider plein de papas en colère. Donc Monsieur Kiertan, encore merci. Eric, merci pour toutes ces questions supplémentaires. Merci Andrea pour cette très belle interview, je te le dis franchement. Et merci à toi Jean-Marie, parce qu'on te remercie jamais assez. Allez, salut.